me suis dit plusieurs fois que dans 6 mois, la boîte n'existerait plus. Et surtout, le moment du Covid a été très très compliqué au niveau... J'avais un peu un sentiment d'éternel. 6 mois après la deuxième levée de fonds, il y a eu le Covid. C'est un marché où ce qui prime le plus, c'est pas la technologie ou la rapidité de développement. On a ouvert l'Espagne le 10 mars 2020, 3 jours avant le confinement. On jette une belle partie à la poubelle, on approche de la rentabilité et on a fait à peu près fois par rapport à... On a développé ça avec 6 premiers city managers. Avec du recul, est-ce qu'on ferait les mêmes choix? Je pense pas. Enfin, notre vision d'origine avait, je dirais, un peu trop de... On gère un peu plus de 2500 biens actifs, pas loin de 3000 aujourd'hui. On a mis en place toutes les fondations pour... C'est notre mission d'arriver à... Et donc Quentin, Braqueurs de Hugo, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Et c'est un vrai plaisir qu'on ait le temps d'échanger plus finalement. Donc merci. Merci Sébastien, ravi d'être là et au plaisir de cet échange. Top, c'est top. Et tu vois, j'aime bien commencer le podcast en allant chercher un peu l'histoire de qui est derrière, d'où tu viens. Et j'ai envie de dire, même si tu le sens, aller jusqu'à l'enfance, peut-être les choses qui ont pu t'animer et peut-être qu'on pu te guider à être là aujourd'hui ou voir à l'opposé. Qu'est-ce que ce soit, mais d'arriver à comprendre qui je suis. Qui tu es, clairement. Ok, c'est parti. Du coup, Quentin, 35 ans, conjoint d'une personne magnifique qui s'appelle Charlotte, papa de 2 enfants qui ont 3 ans et 3 mois. Je suis né à Lorient, en Bretagne, vécu 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai bougé à Toulon, en Afrique. Mon père était militaire, donc j'ai beaucoup bougé. Et je suis revenu à Paris à l'époque du lycée, avant de faire mes études ici, de bouger à New York, puis de rentrer à Paris. Donc voilà, j'aime bien, ça nous amènera peut-être à ce que je fais maintenant, mais le voyage, découvrir des nouvelles cultures, une belle capacité d'adaptation aussi, pour arriver à bouger tous les 2 ans, etc. Donc c'est des choses que j'ai bien aimées quand j'étais petit, qui n'étaient pas forcément toujours faciles à vivre, mais qui m'amènent là où je suis aujourd'hui et très heureux. Ravi que tu nous en dises peut-être en 30 secondes, peut-être où t'es aujourd'hui, comme ça nous amène un peu le exactement, sur le sujet. Aujourd'hui, je suis cofondateur et dirigeant d'une société qui s'appelle Host & Fly, qui est un réseau de conciergerie dans la gestion de location saisonnière. Donc voilà, implanté en France depuis 2016 et on opère autant sur des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, que sur des stations de ski, des stations balnéaires à la campagne, donc un peu partout en France maintenant, avec mon cofondateur Guillaume et 35 salariés à nos côtés. Donc belle équipe. Belle équipe pour résoudre tous les beaux challenges qui s'offrent à nous. Oui, puis au final, vous avez un inventaire qui est énorme. Vous faites partie des plus gros en France, clairement, mais aussi au monde. On gère un peu plus de 2500 biens actifs, pas loin de 3000 aujourd'hui. Donc ça commence à faire pas mal, on a historiquement, on était très implanté sur Paris depuis 5 ans maintenant, on commence à bien s'étendre sur les stations de ski balnéaires qui deviennent même notre focus principal. Okay. Donc voilà, j'imagine qu'on aura l'occasion de rentrer dans les détails de notre parcours entrepreneurial. Mais c'est là où on en est aujourd'hui. Ouais. Clairement, justement, je te propose qu'on aille aller rezoomer un petit peu, même en arrière, pour aller revoir cette période-là où tu dis enfant, avec un père militaire, on te retrouve à bouger finalement tous les 2 ans. Ouais. Et curieux de savoir qu'est-ce que c'est pour toi en tant qu'enfant d'avoir ce type de vie et comment tu vis ça? J'en garde beaucoup de bons souvenirs. Globalement, c'est du coup plein de copains qui viennent de plein d'endroits différents. C'est d'avoir découvert des nouveaux pays. J'ai habité au Gabon pendant 2 ans. Du coup, on a voyagé en Afrique du Sud. J'ai habité à La Réunion, donc on a eu l'occasion d'aller un peu dans le coin à Rodrigue, etc. Donc j'ai découvert beaucoup de beaux endroits. Donc c'est beaucoup de cartes postales qui me reviennent en tête, avec aussi un peu le souvenir de la boule au ventre en septembre à la rentrée quand on arrive dans une école et qu'on connaît personne. Donc voilà, la capacité je me souviens, à se forcer un peu à aller rencontrer du monde, à être un peu en dehors de sa zone de confort.
Mais globalement, autant c'est un schéma que j'ai pas forcément envie de reproduire, autant avoir une partie de ça et d'aller un peu à l'étranger ou de nous mettre un peu en dehors de notre zone de confort à découvrir des nouvelles choses, c'est quelque chose que je souhaite pour le futur, quoi. Et tu souhaites refaire ça avec ta compagne et les deux enfants? Ouais. Il y a des pays particulièrement qui t'attirent? Bonne question. Plutôt des pays où en voie de développement, je dirais, plutôt que des pays développés. J'ai habité à New York, donc j'ai connu un peu la mecque de développement et des grosses villes, etc. Autant à l'époque, quand j'avais 25 ans, c'était génial. Autant maintenant avec une famille et même pour les enfants, j'aimerais bien découvrir des pays un peu moins développés. Ça peut être le Brésil, l'Afrique du Sud. Voilà, c'est à l'état de projet à horizon peut-être 5-10 ans. Ouais. Mais c'est quelque chose qui nous tente pas mal. Cool, super. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à New York à l'époque? J'ai fait ma dernière année d'études là-bas. Et D'accord. il se trouve que j'ai trouvé mon premier emploi là-bas après dans le conseil. Et donc j'ai bossé 4 ans là-bas dans le conseil. Et c'était quoi plus particulièrement tes études et... J'ai fait une école d'ingénieur en France qui s'appelle Centrale. Et ensuite je suis allé à Columbia, qui est la grosse fac de New York, vivre un peu l'expérience étudiante américaine qui était géniale. Pareil, un peu dans ce qui est ingénierie, entrepreneuriat, un peu mix des deux. Et ensuite j'ai fait du conseil pendant 4 ans dans une grosse boîte américaine où c'était très challenging, très intéressant, mais on voyageait tout le temps. J'étais jamais à la maison du lundi au jeudi parce qu'on allait partout dans les États-Unis. Et donc au début c'est stimulant, à la fin ça devenait un peu fatigant et c'était très exécutant. Et j'avais un peu cette volonté d'entreprendre, de monter ma boîte qui remontait. Et du coup avec un de mes meilleurs amis de New York qui était là-bas avec moi là-bas. Français aussi d'origine? Français aussi, ouais, exactement. On voulait tous les deux rentrer en France à la même période pour des raisons personnelles. Nos copines voulaient rentrer. Okay. Et du coup, on s'est dit, si on rentre, montons une boîte. On se disait que c'était quand même dommage de partir des États-Unis pour monter une boîte en France, alors que les États-Unis, c'est un peu là où beaucoup de choses se passent. Du coup, on s'est dit, allez, on va dans un secteur où la France est leader mondial, le tourisme. Top. Et qui en plus nous drivait pas mal et nous intéressait beaucoup. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à monter Hostelfly en 2016. Excellent. Ouais. Et comment, tiens, il y a un truc qui me fascine. C'est, là, quand tu pars sur une aventure entrepreneuriale comme ça avec des fondateurs. Ouais. Donc là, 2 cofondateurs. Certes, amis, depuis un moment, grâce à cette expérience, cette aventure finalement à New York. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, ok, on veut bosser ensemble, on est prêt à faire entre guillemets ce mariage sur cette aventure? Comment vous approchez ça? Comment toi tu le vis? Ouais, alors déjà la dernière année, en parallèle de notre travail, on réfléchissait déjà à des idées de boîtes à monter, et du coup on a pu commencer à travailler ensemble à la période d'idéation, de comprendre ce qui nous drive chacun, nos complémentarités, même si on a un profil assez similaire, finalement on raisonne assez différemment sur les choses. Donc tout ça, ça nous a aider à nous connaître plus, enfin un peu plus que en tant qu'amis, et aussi en tant que potentiel partenaire de business et cofondateur. Donc on a pas mal travaillé ensemble là-dessus et on s'entendait super bien, on était assez transparents l'un envers l'autre, je pense que c'est essentiel. Et on était 3 cofondateurs à l'époque, puisque Guillaume a ensuite fait venir Baptiste, qui était notre CTO, qui nous a rejoint, qui est plus avec nous depuis, mais qui a monté l'aventure, enfin plus dans Hostelfly, il est toujours vivant, je vous rassure. Okay. Mais qui a rejoint Hostelfly en tant que, donc pour développer toute la plateforme technique de 2016 à 2022. Et qui depuis est parti voguer vers de nouvelles aventures. D'accord, mais qui était là donc pour fonder l'aventure. Dès le début. Okay. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui réfléchit à monter sa structure, qui réfléchit justement à trouver des cofondateurs ou cofondatrices? Qu'est-ce que tu aimerais partager, toi, de ton expérience pour arriver à ce que ça se passe bien et peut-être des choses que tu aurais aimé savoir finalement? Ouais, bonne question. Les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est de prendre son temps pour être un peu sûr de son choix, parce que c'est comme un mariage. Donc, quand il y a un mariage, on peut divorcer, mais c'est souvent un peu douloureux. Donc, bien prendre son temps. Je pense qu'il faut pas non plus trop se dire que j'ai tel profil, il faut exactement le profil purement complémentaire, parce que finalement, ça peut parfois amener des manières de réfléchir trop différentes et qui peuvent aller à des malentendus, des conflits. Donc, je pense qu'il y a un plus gros avantage
à être super transparent et super bien s'entendre avec son cofondateur qu'à trouver le profil qui coche exactement toutes les cases, parce que ça, si le début de la société se lance bien, ça peut ensuite se combler avec soit des fondateurs qui viennent plus tard, soit des employés qui viennent combler ces vides-là, soit des investisseurs. Enfin, donc ça peut être différent. Mais donc bien prendre son temps, choisir des personnes qu'on sent transparentes, avec qui on peut avoir des discussions compliquées et qui n'ont pas peur de les avoir, et avec qui on se sent en confiance pour les années à venir. Top. Et je trouve très intéressant que tu appuies sur avec qui on peut avoir des discussions compliquées. Ouais. Parce que je pense que c'est l'une des choses auxquelles on se dit, ok, est-ce qu'on voit la même vision, est-ce que Ouais, est-ce qu'on est là, mais je trouve ça intéressant. Et je veux bien que tu détailles un petit peu plus sur l'importance finalement de pouvoir gérer ces discussions compliquées. Je pense que c'est clé parce que c'est pas parce qu'à un moment donné on a la même vision sur les 2 ans à venir, c'est dur quand même de se projeter à 15 ans, que ça va être le cas pendant toute l'aventure entrepreneuriale, que ça soit pour des raisons perso ou pro. Typiquement, moi mon cofondateur il y a 4 ans, pour des raisons personnelles, il a voulu aller habiter à Lille alors qu'à l'époque on avait quasiment pas de télétravail, toute l'entreprise était à Paris. Donc voilà, c'était une discussion compliquée qu'il a amenée assez tôt, qu'il se sentait à l'aise de m'en parler, parce qu'on a justement cette relation de confiance là. Il s'est pas bridé dans cette décision qui, s'il l'avait retardé, aurait pu l'amener à ce qu'il y ait un clash. Donc voilà, c'est ce genre de discussion un peu perso, ma vie perso elle évolue aussi, donc mes attentes en pro elles peuvent varier, ou avoir des discussions compliquées côté pro, parce que moi je gère une partie du business, lui une autre. Parfois il y en a une qui va bien, moins bien. Faut savoir se dire gars, là ça va pas assez bien, est-ce que je peux t'aider, discussion potentiellement compliquée sur les actions qu'on doit prendre ou qu'on a prises, et je pense qu'il faut avoir ce niveau de transparence là pour faire en sorte que ça marche bien. Nous, on nous a donné des bons conseils dès le début, où toutes les semaines on déjeune ensemble tous les lundis avec Guillaume, on en a quasiment jamais manqué un, sauf quand on est en vacances depuis 7 ans, et c'est l'occasion de mettre des sujets sur la table, de aussi se raconter nos week-ends et tout, parce qu'il faut rester amis, il faut pas devenir que cofondateur, mais voilà, on a ce moment informel gravé dans le marbre qui bouge jamais et qui nous permet de lancer des discussions, avec aussi une après-midi par trimestre qu'on prend ensemble, où on n'est pas au bureau, on pose des sujets sur la table, chacun peut amener ce qu'il veut, on parle de pro, de perso, ce qui nous drive, qu'est-ce qui change dans nos vies, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il change dans les mois, années à venir, et tout se réalise pas, mais ça permet au moins d'avoir les discussions assez tôt. Top. T'as le même avis? Excellent. Merci de rebondir. Je partage plein de choses. C'est vrai que nous, on a un parcours qui est assez intéressant, parce qu'on a finalement rajouté des cofondateurs finalement un peu au fil de l'aventure. Mais c'est vrai, dès que le projet Smiley, donc anciennement Booking Sync mais renommé Smiley, s'est incorporé, donc on est passé en vraie société. Donc c'est là aussi où Florian nous a rejoint. Donc pour moi qui est un ami de longue date, on a fait nos études ensemble au lycée, on était ensemble. Je savais pas. Et ouais, donc au final ça fait un moment. Ouais. Et lui il était parti sur son parcours donc technico-commercial sur d'autres sociétés, dernièrement sur Atos Origine. Ouais. Avant il était même sur du conseil, sur des business units plus bancaires, des choses comme ça. Donc un gros parcours aussi dans l'opérationnel, la tech, des sujets très pointus. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on avait toujours un super fit humain. Ouais. Et moi je veux dire, j'apprécie aussi beaucoup parce qu'il était toujours excellent en fait. Dans tout ce qu'il faisait, il était toujours au top. Il était toujours à fond, et d'une gentillesse, d'une humilité absolument incroyable. Et c'est vrai que quand on a lancé, et je lui ai proposé en rêvant finalement qu'il accepte de rejoindre l'aventure, et c'était un moment où ça lui plaisait, parce qu'en plus nous on était tous à distance, on est toujours tous à distance. Et lui, il voyageait beaucoup pour le business, et là, il voulait se poser un peu plus en famille, et c'est bien tombé. Et c'est vrai que c'était un bonheur. Trop bien. Et c'est vrai que par chance, je sais pas, je pense qu'on n'avait pas conscientisé autant le fait de parler des choses difficiles à l'avance. Par chance, on le fait beaucoup, et ça se passe bien, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire un grand merci à Flo, parce qu'il a cette capacité aussi, cette humilité, cette capacité d'écoute qui est extraordinaire. Et je pense que ça nous aide beaucoup. Donc ça c'est top. Après on a d'autres cofondateurs aussi, mais j'ai envie de dire l'un des piliers les plus importants au quotidien, ça va être aussi Flo. Et ravi de voir justement, parce que vous êtes aussi avec Cost & Fly, vous avez aussi des investisseurs. Ouais.
Et donc c'est un modèle. Qu'est-ce qui vous amène à choisir ce modèle-là et quelles sont les ambitions qui drive Austenfly et à aller à ça? À choisir le modèle backé par des investisseurs, c'est une bonne question. Au début, notre vision a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Au début, on s'attaquait à un marché, ce qui était une de nos erreurs d'origine, qui était gérer des résidences principales à Paris. Donc quelqu'un qui habite à Paris, qui part 3 semaines en vacances en août, il nous confie son logement et on s'est dit, nous, on va gérer tous les apparts en location saisonnière de Paris. Ce qui demandait beaucoup de tech. Donc parce que il fallait pouvoir gérer beaucoup de volume et du coup pas mal d'investissements en marketing pour attirer des propriétaires sur Paris. Ce qui nous a amené du coup à se dire on va pas réussir à s'autofinancer au début, on irait beaucoup plus vite avec des financements, donc on va lever des fonds. Et donc on a eu une première levée de fonds en 2017 avec 2 beaux fonds français, on a levé 1,5 million d'euros et une deuxième en 2019 avec un fonds américain d'un peu plus de 6 millions d'euros, où là, le but, c'est plus de réinventer le modèle, parce que notre vision d'origine avait, je dirais, un peu trop de plafonds de verre différents, qui faisaient que on pouvait plus développer la société aussi rapidement et de manière aussi belle qu'on l'aurait voulu. Donc voilà, une première levée pour valider un modèle initial qui finalement était pas le bon, et une deuxième pour changer de modèle et attaquer le vrai marché en France, c'est-à-dire des logements, résidences secondaires plus dispo à l'année, dans des marchés plus porteurs que peuvent l'être les grandes villes en termes de législation aussi et d'attente des propriétaires. On voit ça évolue bien. Ouais, exactement. Donc voilà, on a pas mal évolué. Avec du recul, est-ce qu'on ferait les mêmes choix? Je pense pas. Parce que je pense que c'est un marché où ce qui prime le plus, c'est important, mais plus que la qualité de la technologie ou la rapidité de développement, l'expérience du propriétaire, du voyageur ou nous de nos concierges qui sont sur le terrain et qui bossent sous la marque Austenfly, c'est ce qui fait que le business ira bien et va grandir plutôt que la rapidité d'investissement en marketing ou en technologie qui, si elle permet, je dirais, de résoudre pas mal de pain points, n'est pas aujourd'hui pour moi le différenciateur qui fait qu'Austenfly peut être un des leaders en France sur ce marché-là. Intéressant. Donc ouais, j'aurais peut-être fait la première levée pour réussir quand même à accélérer dès le début et à développer, je dirais, un peu la base. La deuxième, ça aurait un peu dépendu de nos ambitions qui ont aussi été contrariées par le Covid, parce que 6 mois après la deuxième levée de fonds, il y a eu le Covid. Donc là, à refaire l'histoire, évidemment, en connaissant tout ce qui se passe, je ferais peut-être différemment, mais à l'époque, on était persuadés que c'était la meilleure décision en tout cas. Ok. Et qu'est-ce que tu vois sur ce parcours-là qui est quand même très riche d'expérience? Qu'est-ce qui a été pour toi les phases les plus peut-être challengeantes ou difficiles à surmonter? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu je dirais les 3 premières années, c'était un peu les 2-3, c'était un peu la lune de miel. On avait plein de clients, ça se louait bien, on se développait, l'équipe était à fond, donc c'était vraiment des belles années. On a commencé ensuite à avoir un moment difficile, je dirais fin 2018, début 2019, quand on s'est un peu rendu compte que notre modèle touchait ses limites. À savoir que quand on gère plein de résidences principales, par définition, les gens ils partent en vacances au même moment. Donc en août, on avait 3000 logements dispo et le reste de l'année 500. Donc ça fait des énormes pics opérationnels à gérer. C'est pas les logements qui peuvent se louer le mieux ou qui ont la meilleure qualité. Donc on avait du mal aussi à assurer un bon niveau de service pour nos propriétaires et pour nos voyageurs. Et finalement, on perdait beaucoup de clients, on en gagnait beaucoup aussi, mais on sentait que c'était un peu la baignoire percée, ce qui nous a fait amener à remettre en cause notre modèle. Et donc cette période de transition, de compréhension que ce qu'on a fait depuis 3 ans, même si ça nous a beaucoup apporté, on a gardé toute la brique technologique, etc. Fallait le remettre en cause et pivoter. Alors, on est resté dans la même proposition de valeur, mais on a quand même changé tout notre mode de fonctionnement. C'était pas facile. Comment tu vis ça? Ça m'intéresse même d'aller un peu plus loin sur toi, ton expérience avec les 2 cofondateurs à l'époque. Comment, toujours les 2 cofondateurs dans tous les cas, même si Baptiste n'est plus actif. Comment vous vivez ces phases-là, quoi? Cette période-là, globalement, il nous restait, je dirais, de l'argent pour vivre.
Donc la boîte était pas en danger de mort. C'était plus de se dire, de faire tout le parcours psychologique, de se dire, ok, on jette une belle partie à la poubelle entre guillemets et on développe quelque chose de nouveau. Il y a le Covid qui est arrivé pile à ce moment-là, donc en 2020, qui a finalement accéléré toute cette transition-là, parce qu'à Paris, il y avait par définition plus de touristes internationaux, donc il fallait qu'on se développe dans le reste de la France. Et donc finalement, ça a été un peu l'accélérateur qui nous a fait nous dire, bon, bah en fait, il n'y a plus le choix, on est obligé. Donc le Covid a été super dur à vivre parce que on a dû se séparer de personnes dans l'équipe. Il y avait ces up and down tout le temps où on a l'impression que ça repart, puis ça repart pas, puis ça reconfinement, etc. Mais en parallèle, on a réussi à développer ce nouveau Sandfly qui est maintenant un réseau de conciergerie locale plutôt qu'un acteur parisien qui gère tout depuis le siège et qui aujourd'hui 100% de notre chiffre d'affaires est sur ce modèle-là. Donc c'était quand même pas facile parce que on a dû prendre en parallèle des décisions compliquées, se séparer de gens. Ouais, mettre à la poubelle une partie de notre technologie sur justement la gestion parisienne ou d'autres choses. Mais ça nous a fait repartir de zéro sur quelque chose et ça nous a redonné un peu cette flamme de ok, on reconstruit quelque chose from scratch, un réseau. Okay. Ce qui nous animait le plus, avec aussi 2021, 22, 23, ça a repris progressivement et donc on voyait que le chiffre d'affaires revenait, les clients étaient là et tout ce qu'on avait gagné par rapport au modèle d'avant. Avec des propriétaires plus satisfaits, une meilleure qualité, des biens qui restent chez nous plus longtemps. Finalement, ça avait vraiment du bon, quoi. Cool. Ouais. Cool. Et je vois dans ces phases, on va dire plus challengeantes. Ouais. Je suis curieux de voir comment toi tu gères le stress. Il y a deux Quentin. Il y a le Quentin chez lui que personne voit et le Quentin qui parle le lundi ou mardi matin devant toute la boîte et les équipes. Et donc, le plus dur, c'était d'arriver à ne pas transmettre aux équipes une partie de ce stress que je pouvais ressentir. Parce que pendant le Covid, je me suis dit plusieurs fois que ça se trouve, dans 6 mois, la boîte n'existerait plus. Donc, pas facile. Néanmoins, évidemment, on pensait il y a des choses qu'on maîtrisait pas, mais si on faisait ce qu'il fallait et que la situation durait pas 5 ans, on pouvait s'en sortir. Donc il fallait quand même animer les équipes, mais avec quand même cette boule au ventre que je pouvais justement partager avec Guillaume et Baptiste. Donc ce qui nous faisait du bien, une petite soupape de décompression, de pouvoir chacun partager notre stress les uns avec les autres, mais de devoir un peu habillé devant les équipes parce que si les fondateurs sont stressés, ont peur pour le lendemain, etc., ça met pas les équipes dans les bonnes dispositions pour avancer, pour être confiantes, ce qui est nécessaire à arriver à survivre. Et néanmoins, c'est besoin que nous on a d'être transparents quand même, donc de pas leur dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, c'était une jauge à trouver qui était pas facile. C'est cette période-là où je me suis mis à faire pas mal de sport, enfin à trouver d'autres choses qui pouvaient m'aérer l'esprit. J'ai eu ma première fille en 2021, donc par définition ça fait une occupation en dehors qui vide la tête. Donc voilà, pas facile à gérer, surtout le moment du Covid a été très très compliqué au niveau même mental à gérer et un peu cette double pas personnalité, mais c'est ces deux visages qu'on doit avoir, l'un qui est le vrai moi, ce que je ressens, et l'autre qui est comment je veux que me présenter à la boîte avec mon cofondateur pour qu'on, tout en étant transparent, on donne confiance dans l'avenir. Ce qui l'avenir nous a donné raison, mais à l'époque il fallait y croire, quoi. il y a des phases plus challengeantes. C'est plus dur d'y croire. Voilà, bravo. Et ouais, tu parlais plus de sport, le fait d'avoir eu aussi ta première fille en 2021, comme quoi ça a aidé à changer les idées. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, que tu conseillerais, que tu utilises finalement pour t'aider à relâcher, à tempérer, prendre de la distance? Je sais pas comment tu l'appelles même. Ouais, ça fait beaucoup relativiser, donc il y a évidemment des choses concrètes, donc faire du sport, je me suis mis à la méditation à l'époque, donc voilà, pas mal de choses concrètes où pendant ce moment-là on se vide l'esprit. La question que je me pose souvent, c'est ok, au pire qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Et quand on se rend compte que au pire ce qui se passe, c'est pas la fin du monde,
si la crise elle dure un an de plus, bon bah voilà, il y a un an qui sera moins drôle et puis derrière ça repartira. Donc voilà, essayer de relativiser par rapport à ça, super important. Parler à pas mal d'autres personnes dans la même situation. Ouais. Parce que on peut se sentir vraiment seul dans ces moments-là, même entre cofondateurs, se sentir seul et se dire on n'a pas de chance, regarde toutes les boîtes pendant le Covid qui vendent des pots de fleurs en ligne, elles sont en train de cartonner et nous on se retrouve pile dans la mauvaise industrie au mauvais moment. Bah, en fait c'est pas rose pour tout le monde du tout, donc aller parler à plein de monde, se serrer les coudes, etc. et trouver d'autres gens dans la même situation avec qui on peut échanger, qui se posent les mêmes questions, ça rassure vachement de se dire ok, on n'est pas tout seul, on fait les choses bien. Et donc c'est un moment aussi où on a pas mal connecté avec d'autres cofondateurs, entrepreneurs, soit dans le même milieu, soit dans d'autres, mais qui avaient les mêmes questions et le même stress un peu à cette époque-là, quoi. Ouais, fascinant. Donc un peu ce côté de communauté. Ouais. Vous allez se retrouver, échanger. Donc les gens qui vivent des solutions pas évidentes. Ouais. Et sport, méditation. Et pour le coup, méditation, j'aimerais bien en reparler peut-être un petit peu plus, mais je sais que c'est un sujet qui m'aide beaucoup aussi. Ouais, t'en parles souvent. Ouais, c'est ça. Et j'entends peu parler en France. J'entends beaucoup plus sur d'autres secteurs. Enfin, les États-Unis, je sais que c'est un sujet qui est plus tabou du tout. En France, j'ai l'impression que c'est encore un peu limite. Ouais. Curieux de voir pour toi, comment tu le vis. Qu'est-ce que ça t'apporte précisément ce sujet méditation? Aujourd'hui, j'ai un peu perdu le pli. Je le retrouve quand je sens justement que y a des périodes de plus gros stress qui arrivent. Ouais. À l'époque, je m'y suis mis via des applis grand public, Petit Bambou, Headspace, qui aident vachement, je trouve, à se mettre dans la routine et à accepter que les premières fois, voire les premiers mois, en fait, c'est pas juste on a la tête vide, on ressort et tout va bien. Il faut apprendre à méditer, ça prend du temps à savoir le faire et c'est un investissement au début de se dire ok, ça va m'apporter quelque chose. Quand ça va pas très bien dans la tête, parfois même le moment de méditation peut limite être désagréable parce qu'on par définition on fait rien, on peut seulement penser, et donc quand il y a des pensées noires, ça peut un peu limite être désagréable au début, donc faut accepter ça. Et maintenant j'arrive, même si j'ai perdu l'aspect je dirais quotidien de la méditation, à la réactiver dans des moments soit un peu plus durs, soit quand je sens qu'il y a des montées de stress ou de tension. Et ça peut être même juste 1 minute par moment, ça peut être un quart d'heure chez moi. Donc voilà, ça m'a pas mal apporté. J'ai commencé vraiment en mars 2020 pendant le Covid. D'accord. En me disant ok, faut faire attention. Et globalement, ça m'a beaucoup apporté, ouais. Cool, intéressant. Merci de ce partage. De rien. Et j'aimerais revenir maintenant un peu plus sur l'après-transition. Ouais. Donc là, vous avez retrouvé finalement un modèle qui vous convient plus, où la qualité est meilleure, où il y a plus de croissance aussi, en tout cas accessible et dans les conditions que vous souhaitez. Ouais. Et même si le Covid au milieu, donc voir un petit peu l'après-Covid, comment ça se passe et comment ça vous le vivez même encore aujourd'hui et comment ça évolue. Donc l'après-Covid, globalement, on a lancé du coup notre réseau, nous on les appelle des City Managers, donc c'est des concierges partenaires en région qui travaillent sous la marque Austenfly, utilisent nos outils et de qui on met à disposition la technologie, on leur envoie plein de prospects et on leur donc prospects propriétaires. Ouais. Exactement. Et on leur fournit tout un centre de support pour répondre aux questions des voyageurs pour que eux, le samedi soir à 21h, ils puissent être en dîner de famille plutôt que sur leur appli ou leur téléphone à répondre à des codes Wi-Fi pour leur faire gagner une vraie qualité de vie. Ok, donc le City Manager, juste pour clarifier sur ce point-là, le City Manager va gérer la relation voyageur, on va dire, dans les heures ouvrées. Ouais. Et après, sinon, vous avez un pôle qui est plus centralisé. Le pôle centralisé gère toutes les questions faciles à répondre, et dès que ça demande une intervention ou une urgence, dans ce cas-là, on implique le City Manager, mais qui est du coup impliqué pour résoudre des vrais problèmes concrets dans un logement, plutôt que pour répondre au code Wi-Fi ou à comment allumer le chauffage ou ce genre de choses. Ok, donc toute la communication voyageur est d'abord centralisée. Ouais, exactement. Et uniquement si besoin, elle retourne au City Manager. Ok. Quand on s'est lancé sur ce modèle-là, grosso modo, ce qu'on voyait, c'est que beaucoup de gens avaient peur de se lancer dans la conciergerie parce que le rythme de vie est très dur. Par définition, ça peut être du 7 jours sur 7, 20 heures sur 24 si tout va mal. Les conciergeries existantes avaient parfois du mal à passer un
un cap de 20-30 biens sous gestion parce que faire ses plannings sur Excel, devoir répondre à des voyageurs un peu tout le temps, gérer la relation avec les propriétaires, trouver des personnes pour le ménage, c'est compliqué. Et pareil, à un moment, trouver des nouveaux prospects de propriétaires, si on fait pas de marketing digital, si on fait alors en porte-à-porte, en bouche à oreille, on peut en trouver pas mal, mais ils perdaient autant de clients qu'ils en gagnaient, et ils avaient besoin un peu d'un coup de boost pour leur amener des nouveaux prospects. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé ça avec 6 premiers city managers en septembre 2020, à Chamonix, à Avignon, à Saint-Tropez, au Gros-du-Roi, à Cabourg. Donc voilà, dans plein de zones différentes. Aujourd'hui, sur les 6, il y en a 5 qui sont encore avec nous. Top. Ils gèrent en moyenne plus de 70 biens chacun. Ils ont une super qualité. Et maintenant, ils recrutent des filleuls qui rejoignent le réseau aussi, qui aident à grandir, à former aux outils, à savoir comment gérer de la qualité. Donc notre but, c'est que nos city managers puissent se concentrer sur, selon nous, ce qui sont les 2 aspects clés de leur travail, c'est le développement commercial, donc signer des nouvelles propriétés à gérer, et la qualité de service tant pour le propriétaire que pour le voyageur. Ouais. Et que tout ce qui est un peu annexe à ces 2 missions clés, nous on puisse soit l'automatiser, soit le simplifier avec de la technologie, soit le gérer via un centre de support pour leur faire gagner du temps. Excellent. Et aujourd'hui, du coup, on en a 150 des city managers un peu partout en France. Donc ouais, ça s'est bien développé. Tout ce développement-là nous a permis de retrouver dès 2021 le niveau de chiffre d'affaires qu'on avait en 2019, donc pré-Covid, et ensuite d'arriver à croître. Depuis, on a fait à peu près x3, je pense, par rapport à 2021. D'accord, jusqu'à 2024. Donc ouais, non, des super années. Avec un mini regret qui est que sur ces années-là, on est resté dans un mindset de start-up, c'est-à-dire on continue à dépenser plus que ce qu'on gagne pour se développer vite. Ouais. Et en même temps, le marché de la tech s'est un peu retourné à ce moment-là, donc ça devenait plus dur de lever des fonds. Et du coup, il a fallu réatterrir ensuite pour maintenant on approche de la rentabilité, mais ça a été un parcours qui est aussi un peu sinueux, de se dire comment on passe d'un mode où la boîte perd de l'argent et investit beaucoup à un mode où elle en gagne. Donc en prenant les bonnes décisions, avant on a accepté un peu tout type de biens qui venaient à nous, filtrant mieux les biens de qualité qui peuvent se louer longtemps et à un bon prix. Des choses bêtes que ouais, mais intéressant à savoir. Je suis ravi que tu zoomes. Ouais, zoom sur les décisions qu'on a dû prendre. Ouais, parce que c'est un cap. Beaucoup de boîtes tech peuvent arriver à vivre ces choses-là, surtout quand on a une vague un peu comme on a eu là 2023-2024. Ouais. 2024 surtout. Et curieux de savoir, vous, comment vous approchez ça, parce qu'en conciergerie, il y en a plein aussi qui se lancent sans vraiment faire attention, j'ai envie de dire, aux units économiques, donc la rentabilité de chaque bien. Et donc oui, si t'es dans une phase d'acquisition de croissance, tu dis ok, on prend des parts de marché, on y va. Ouais. On est suivi par des fonds. Mon point de vue, c'est que ok, tu peux y aller, mais il y a un moment, voilà, comme tu dis, où il y a besoin de changer. Et comment tu navigues ça en fait? Parce que c'est pas j'imagine les stratégies changent complètement. Il faut agir assez vite. Ouais. Alors il y a plein de choses. Déjà les marchés auxquels on s'est attaqué, on a décidé de fermer certains marchés ou typologies de biens qu'on voyait qui rapportaient très peu d'argent à la société et qui en général généraient plus de problèmes et de questions au support que de chiffre d'affaires. Donc, et c'est quoi particulièrement, tu te sens de parler des typologies qui au final, ça c'est... il y a des marchés qui sont très saisonniers et sur des biens qui se louent peu cher. Je prends un exemple au hasard, je crois qu'on y est encore, mais le Cap d'Agde par exemple, c'est un marché où il y a beaucoup de biens très anciens, donc pas super quali, ça marche quasiment que l'été, ça se loue pas super cher, et donc c'est compliqué de créer un vrai business là-bas qui va rapporter de l'argent, tant pour le city manager que pour nous. On a eu quelques city managers là-bas qui ont essayé, mais ça n'a pas marché parce que le marché est trop compliqué. Pareil sur les résidences principales à Paris. À l'époque, on gérait les biens, même sur un week-end prolongé, on pouvait le prendre en gestion, ce qui était une belle, c'est sympa en marketing, etc. Mais économiquement, c'est une belle connerie parce que
Tu vas faire des photos, même si c'est le propriétaire qui les paye, un premier ménage, onboarder le bien, ça prend du temps. Maintenant, on est passé à un minimum de durée de location plus important que ça pour être sûr qu'il soit rentable. Voilà, tout ce type de décisions sur les marchés, où maintenant, quand on se lance dans un nouveau marché, on fait une vraie étude du nombre de biens en gestion, du prix moyen de location, de la saisonnalité, de la législation évidemment, mais pour s'assurer que ce sont des biens qui vont pouvoir être rentables tant pour nous que pour le city manager. Donc ça, c'est la première décision un peu high level qui peuvent être prises. Et ensuite, il y a toute la manière dont on fait tourner la boîte. Il y a une époque, on avait quasiment 2 fois plus de software donc en interne que de salariés. D'accord. Donc on avait 70 SaaS qu'on payait tous les mois en regardant, c'est bête, mais en se penchant là-dedans, il y en a peut-être 15% qu'on pouvait arrêter. Une autre partie, on avait oublié de off-boarder des personnes dessus, donc on payait des licences parfois. Donc voilà, des choses où tout le monde s'y est un peu mis depuis, mais c'est-à-dire 1 euro est 1 euro, on fait super attention. Quand il y a des gens qui partent de la société, est-ce qu'on les remplace? C'est une question qu'on se pose maintenant à chaque fois. Souvent on le fait, mais ça vaut le coup de mettre les gens dans le mindset de est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut ne pas le remplacer? Si oui, quels sont les risques? Donc voilà, plus un mindset de PME, de boîtes saines qui veulent devenir en tout cas pour être rentable et arriver à avoir des clients contents, des city managers contents et avoir des unit economics qui font sens pour la société. Donc c'est aussi dépenser en marketing sur les bons canaux. À l'époque, on était moins regardant, je dirais, sur le ROI de nos dépenses marketing. Et donc il y a certains canaux qu'on a coupés depuis. On faisait beaucoup de publicité sur Meta, donc Facebook, Instagram, etc., qui étaient sur les biens qui nous ramènent de l'argent très peu rentable, donc parce que les propriétaires de résidences secondaires sont un peu moins sur ces plateformes-là. Donc on a coupé une partie de nos investissements là-bas, on a sous-loué une partie de nos bureaux. Enfin voilà, on a vraiment pris toutes les lignes et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là-dessus. Et petit à petit, ça a porté ses fruits. Ok. Et là, dans la relation avec les investisseurs, quand vous passez dans ces phases-là, à quel point eux, ils sont alignés avec vos décisions et à vous supporter? À quel point ils sont plus à vous challenger? Est-ce qu'ils sont plus dans la relation comme vous avez en tant que fondateur? C'est un sujet, pour le coup, personnellement, que je connais peu de l'intérieur. Je pense que pas mal de monde peut être intéressé. Et j'imagine que chaque histoire a son vécu, mais il faut savoir pour vous comment ça se passe, quoi. Ouais, sur la nôtre, globalement, ils ont été assez alignés avec toutes ces décisions-là. Il y a des fois où on aurait dû plus les écouter, des fois on aurait dû moins les écouter, mais globalement, in fine, on prend la décision, et même s'il y en a qui étaient pas à 100% alignés, c'est ok, on exécute, on est derrière vous et on vous supporte, donc ça c'est génial. Cool. Globalement assez alignés et supportifs, parce qu'il y a eu des moments durs, ils ont plus été là pour nous aider, nous supporter, nous donner des best practices de ce qui se fait dans d'autres sociétés, nous mettre en relation avec d'autres cofondateurs qui ont les mêmes challenges pour voir comment eux les exécutent. Okay. Donc ça nous a beaucoup aidé là-dessus. Donc ça a aidé un peu avec ce que tu disais tout à l'heure de rencontrer d'autres fondateurs et autres. Ouais, exactement. Ok. Donc voilà, si c'était à refaire, il y a peut-être, il y a des moments où on les aurait un peu plus écoutés. Typiquement à la période du Covid, on aurait, je pense, dû alléger un peu plus la structure, parce qu'ensuite, on est reparti, comme je te disais, en mode plus start-up, donc pas rentable, à faire beaucoup d'investissements, ce qui nous a dû nous recréer derrière une situation un peu de tension où on a dû refaire partir des gens en toute transparence en 2022. Donc voilà, pareil, on a ouvert l'Espagne le 10 mars 2020. Donc 3 jours avant le confinement, on a ouvert notre filiale. Donc c'était pas ça, personne ne pouvait s'en douter. Tu sais pas. Mais on a quand même essayé en 2021 de se lancer sur ce marché-là, alors qu'on aurait dû être 100% focus sur notre cœur business qui est la France. Et donc ça, il y a des investisseurs qui étaient pas d'accord entre eux. Nous, on avait notre opinion de tester, etc. Donc voilà, avec du recul, il y a des choses qu'on aurait fait différemment. Mais globalement, heureusement qu'on les avait à bord, parce que même il y a une époque où en termes de trésorerie, c'était plus compliqué pour la boîte. Ils ont remis dans la société, ce qui nous a permis de passer un cap. Donc ils ont été super. Donc un bon soutien. Ouais. Et j'entends, dans ce que tu aurais fait différemment, là, c'est donc surtout il y a une phase de dans le premier que tu nous as dit. Prendre des décisions un peu plus drastiques sur l'allègement. On a un peu pris des demi-décisions sur ok, on fait une partie du chemin mais pas tout. Alors que je pense que si on était ressorti du Covid avec une structure plus légère en termes de coûts fixes, donc c'est faire tout ce travail qu'on a fait ces 2 dernières années un peu plus tôt, finalement
aujourd'hui, on serait allé plus vite, je pense, sur le développement de la société, parce on serait parti d'une base saine qui est plus facile à développer, plutôt que de devoir au fur et à mesure prendre des petites décisions un peu tous les ans ou tous les 2 ans pour alléger la structure et la rendre rentable. Donc ouais, avec du recul, j'aurais moins pris de demi-décisions là-dessus. Ouais. C'est là où nos échanges avec mon associé sont assez intéressants. Souvent, il est un peu plus tranché que moi, en mode on va jusqu'au bout du truc. Moi, un peu plus en mode non, mais je pense qu'on peut y arriver sans le faire. Et donc il y a des fois j'ai raison, d'autres fois c'est lui. En moyenne, je pense qu'on a pris des décisions pas mauvaises. Hein. On est encore là. La boîte se développe bien. On a une super équipe et tout. Mais voilà, pour peut-être une prochaine aventure ou les prochaines années d'Austenfly, en tout cas, je retiens qu'il faut... Enfin, un de mes learnings à moi, c'est de pas avoir peur de prendre des décisions qui vont jusqu'au bout de la logique. Parce qu'en fait, on peut, in fine, toujours pas revenir en arrière, mais on peut mieux retravailler à partir de décisions complètes qui permettent d'aller jusqu'au bout de la logique, plutôt que de prendre une demi-décision où on sait jamais si on aurait dû ne pas la prendre ou aller jusqu'au bout. Donc voilà. Ça, et la deuxième chose, le focus. Donc, le focus. Plus de focus. Ouais, super important. On s'est un peu dispersé. C'était post-Covid. Enfin, on était encore dans le Covid pour arriver justement à trouver notre nouveau positionnement. Donc, c'était un peu nécessaire, mais on a eu tendance dans ces années-là à pas assez se focus sur c'est quoi nos clients cibles, nos marchés cibles. On y va à 200%. Et alors oui, toutes les 2 semaines, on reçoit une opportunité de partenariat, de développement, de machin qui dit si ça marche, ça peut être dingue, lancer l'Espagne, etc. Mais voilà, in fine, ça fait du défocus. Il y a un pourcentage tellement faible de ces choses-là qui, in fine, deviennent majeures pour la société que avant de les lancer, de pouvoir vraiment mettre des gens là-dessus à temps plein, qui sont incentivés là-dessus et committed sur ces nouveaux projets, plutôt que les creuser à moitié, vraiment être 100% focus sur le cœur de marché, quoi. Ouais, fascinant. Merci de bien le détailler, parce que ça fait partie aussi des apprentissages douloureux de mon côté, en tout cas. C'est vrai. Et moi j'adore innover. Et c'est vrai que l'idée de se focus pendant longtemps, c'est des freins. Mais au final, c'est indispensable. Ouais. Et oui, avoir son client idéal et se focaliser là-dedans, pour moi, je trouve que c'est fascinant, parce que c'est aussi, de mon point de vue, et ravi d'avoir ton avis d'ailleurs, sur l'erreur la plus fréquente que vont faire les conciergeries, les agences immobilières qui font de la location courte durée. Je pense que l'un des plus gros problèmes, c'est de pas avoir le profil propriétaire ou voyageur qui est très clair. Ouais. Et curieux de savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses? Quelle est la plus grosse erreur qui est faite? C'est une bonne question. J'ai un peu évolué là-dessus. Pendant longtemps, je pensais que le volume amènerait, in fine, toutes les unit economics qui vont bien, etc. Maintenant, je suis persuadé que ce qui fait la différence, c'est la satisfaction des propriétaires qui restent longtemps, parce que je disais tout à l'heure, la baignoire percée, si on a tous les ans 30% de ces propriétaires qui partent, qu'il faut réacquérir, c'est dur de faire de la croissance et d'avoir un business super sain. Que cette satisfaction propriétaire, elle s'acquiert en ayant des voyageurs qui sont contents, en sachant gérer leur type de bien. Et donc tout ça, c'est plein de choses à mettre en place. Néanmoins, si je devais reconstruire Austenfly de zéro, je dirais que quelque chose qu'on ferait différemment, c'est d'avoir une vraie marque côté voyageurs. Pendant longtemps, on s'est dit, il y a les plateformes ils nous remplissent tous nos logements, Airbnb, Booking, Abritel, pour pas les citer. Mais du coup, on se retrouve aujourd'hui où côté voyageurs, si on veut se développer, c'est compliqué. On n'a pas de marque. On a tout type de logement, en effet, du studio au chalet, en passant par la villa avec piscine, etc. Donc, il n'y a pas de vraie identité Austenfly. Et du coup, on n'a pas eu cette réflexion-là de se dire, OK, pourquoi on veut être connu côté voyageurs? Comment on développe une marque pour que les voyageurs veuillent aller chez nous tous les ans, que ce soit à Paris, à Chamonix ou à Biarritz. Et donc ça, je lancerai cette réflexion-là beaucoup plus tôt, parce qu'à l'époque, en 2016, 17, 18, tout le monde parlait de conciergerie Airbnb, donc il y avait direct ce nom de plateforme, même dans notre activité. En tout cas, à Paris, c'est peut-être pas pareil partout. Mais du coup, nous, à l'époque, on était 100% sur cette plateforme. On réfléchissait pas du tout à cette problématique d'acquisition de clients voyageurs, qui, in fine, quand on regarde justement dans le PNL, les frais de plateforme, qui est notre client final, etc., c'est super important. Donc nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez fait. Je sais pas si c'est l'erreur la plus courante, mais voilà, reposer sur des intermédiaires
et avoir une trop grosse concentration de son business qui passe par le même intermédiaire sans arriver nous à se développer là-dessus. Je pense que c'est quelque chose que je ferais un peu différemment en tout cas. Ok. Et super intéressant que tu amènes à ça, parce que c'est vrai que si je découle encore plus loin, je pense que l'inconvénient qu'il y a à ne pas avoir une marque vraiment voyageur, bah c'est sur les marges. Ouais. Malheureusement, parce que c'est vrai que si tu fais plus de réservations directes, bah, la marge de la plateforme, au moins une grande partie, bah, tu peux la garder. Ouais. Et je pense que là, dans les units économiques, ça fait vraiment une grosse différence. Ouais, et même dans la satisfaction des propriétaires, si tu peux leur rétrocéder une petite partie en plus de ça, bah ils gagnent plus d'argent qu'à côté, donc ouais, ça fait les une vraie différence. Différence. Ouais, exactement. Tout le monde peut en profiter. Ouais. Et c'est dur à mettre en place. Plus on s'y prend tôt, plus c'est facile. Bon, nous, ça fait, c'est un peu tard. Ça fait 8 ans, mais on commence à s'y mettre. C'est toujours le... c'est jamais, voilà, c'est jamais trop tard. Faut toujours accélérer. Mais non, en termes de marge, ouais, nous, pour partager des chiffres, je crois qu'on va payer 6 millions d'euros cette année de frais de commission, enfin des frais de plateforme. Ouais. Donc, si on avait la moitié de ça dans notre poche, enfin la poche d'Austenfly, ça ferait une vraie différence sur ce qu'on peut rétrocéder, à quel point on peut se développer, aider nos city managers à se développer, embaucher plus pour développer la société. Alors évidemment, ils nous remplissent tous nos logements, donc on va pas cracher parce que sans eux, on n'aurait pas de business. Mais voilà, je pense qu'il y a un trade-off à trouver et un juste équilibre entre être trop dépendant de certains acteurs et développer quand même sa propre expertise, sa propre marque, bah pour pouvoir attirer des voyageurs. Ouais. Ouais, et c'est top. J'adore le fait que vous mettez autant d'impact sur la qualité, que ce soit qualité de la relation avec le propriétaire, tout comme avec le voyageur. Ouais. Parce que de mon point de vue, c'est l'une des choses qui va faire que la réservation directe ou récurrente finalement se met en place. Et donc ça, c'est un peu la base. Ouais. Et donc c'est top. Mais ouais, non, la qualité voyageur, c'est dans nos objectifs de boîte depuis 5 ans d'arriver à l'améliorer. Ça le restera toujours au moins de la maintenir, mais d'arriver à l'améliorer. Le modèle City Manager nous a fait passer un énorme step là-dessus, parce qu'avoir quelqu'un en local qui est vraiment incentivé à ce que la réservation se passe bien, qui est sur place, qui connaît mieux les logements que nous on peut les connaître depuis Paris, ça a tout changé. Mais voilà, on cherche à aller toujours plus loin, à fournir une bonne expérience. Il y a des marchés où c'est plus dur de fournir de la qualité que dans d'autres. À Paris, typiquement, c'est compliqué. Les logements sont plus anciens. Il y a plus de turnover. Les gens, ils restent 3 jours. Les taux d'occupation sont plus élevés, donc les logements s'usent un peu plus. Donc voilà, faut qu'on arrive à gérer tout ça, mais c'est les challenges du quotidien. Et en effet, dans le cercle vertueux qu'on présente aux employés chez Austenfly, ça passe par d'abord la qualité guest, qui entraîne derrière des bons taux d'occupation, qui entraîne derrière un propriétaire content, qui entraîne derrière le Austenfly qui devient rentable, qui fait de la croissance et qui développe un business sain, quoi. Donc ça part de là. On l'a craqué dans pas mal de marchés, mais il faut qu'on arrive à faire encore mieux. On n'est jamais assez satisfait de ça. D'accord, je vois, il y a toujours l'objectif performance qui est monté. Ouais. Okay, excellent. Un autre sujet, pour moi, qui me passionne aussi, curieux de savoir à quel point toi ça te nourrit ou ça t'inspire ou ça fait partie de ton quotidien, qui va être tous les sujets formation. Ouais. Donc développement continu, clairement pour continuer à monter en performance. Comment finalement toi tu fais, autant à titre personnel qu'à titre cofondateur et toute l'équipe Austenfly. Ouais. Comment vous faites pour continuer à monter en compétences? Qu'est-ce qui marche pour vous? Ouais, c'est un sujet pas facile et en toute honnêteté, je pense pas qu'on soit les meilleurs là-dedans. Moi, à titre personnel, il y a soit l'aspect plus marché, où je vais à pas mal de salons, rencontrer des gens sur le marché, parler à des experts. Il y a l'aspect chef d'entreprise, où j'ai eu un coach pendant 1 an et demi. Quel type de coach? Un coach entre le pro et le perso, mais qui m'aidait à définir mes objectifs, qui pouvait mêler du pro et du perso, comment y arriver, quoi changer dans mes routines et mon mindset pour arriver à être satisfait de ce qu'on fait. J'avais un peu un sentiment d'éternel insatisfait où je voyais plus les challenges que les réussites. C'est souvent ce qui nous remonte en tant que PDG. Exactement. Mais voilà, arriver à bien travailler là-dessus aussi, même sur mes achievements à moi. Ça a bien marché pour toi?
Ça a bien marché un Ouais. temps. Ensuite, on commençait un peu à tourner en rond D'accord. parce qu'une fois qu'on a mis plein de choses en place, c'est un peu plus dur de se réinventer, je trouve. Ok. Et ça m'a permis au moins de construire les bonnes fondations sur lesquelles m'appuyer derrière. Top. Puis t'avais des outils que tu pouvais Ouais. réutiliser. Ok. Exactement. Ensuite, ça dépend un peu de où on en est dans son parcours pro, perso. Et j'en aurai sûrement re-besoin ou re-envie dans quelques années. Mais ça a duré une bonne année et demie. Au niveau des city managers, ce qui est super important pour nous, on a 2 types de formations. On leur met en ligne plein de formations initiales ou continues sur le marché, comment bien faire ce métier, les outils, la législation, voilà, qui soient vraiment des experts locaux sur ce sujet-là. Ouais. Et ensuite la mise en relation entre peers, donc avec d'autres city managers qui ont bien performé, que ça soit dans leur marché ou dans d'autres marchés. Je pense que Ok. c'est une des choses qui leur apporte le plus de valeur, d'arriver à échanger comme ça. Donc D'accord. on leur met en place une sorte de parrain qui permet de les accompagner. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on essaie de faire là-dessus pour que ils puissent monter en compétences tant sur le marché que ce sont des vrais entrepreneurs locaux, donc la gestion de leur société, comment regarder ses marges, comment être accompagné par un expert comptable, comment le choisir, enfin vraiment toutes ces questions qui peuvent se poser là. Excellent. On essaie de les accompagner dessus. Donc c'est un peu un modèle de filière finalement que vous avez avec Oceanfly. C'est une sorte de mini franchise. Ouais, franchise, C'est-à-dire- pardon. Ouais, Ouais. c'est pas exact. Légalement, c'est pas des franchises, mais Ok. c'est un peu comme ça. Ils utilisent notre marque, nos outils, sont des mandataires immobiliers parce qu'on a une carte de gestion immobilière, donc ils sont mandataires immobiliers. Mhm. Et voilà, ils travaillent sur notre carte de gestion immobilière qu'on leur délègue. Et en local, ils opèrent sous notre marque, avec nos outils auprès des propriétaires et des voyageurs. Ok. Ouais. Excellent. Bah ouais. Est-ce que pour toi, tu as une dernière chose que tu aimerais partager finalement, que ce soit avec tous ceux qui nous ont fait confiance de leur temps jusqu'à maintenant, Bah écoute, c'est une bonne enfin, question. tous ceux et celles d'ailleurs. Ouais, exactement. Bah non, mais je pense qu'un sujet dont on a un peu parlé, mais c'est d'arriver à se poser assez régulièrement et prendre du recul, que ça soit avec son associé ou tout seul si on n'en a pas, mais sur qu'est-ce qui va bien, moins bien, où est-ce qu'on veut être dans 2-3 ans. Ça peut paraître un peu bateau de se dire ça, mais se poser régulièrement la question et prendre ce recul-là, ça permet de se dire, ok, en fait, les changements, il faut que je les fasse maintenant, pas demain, si je veux être là, et d'avoir les bonnes discussions entre associés ou sur comment justement trouver son client type, développer sa marque, enfin selon les priorités qu'on veut avoir, mais d'arriver à même de manière illustrée à dessiner au niveau pro, perso, qu'est-ce qu'on veut dans 2-3 ans. C'est un des exercices que j'ai fait avec mon coach d'arriver à de dessiner où j'en suis maintenant, où je veux être plus tard, c'est quoi le chemin pour y arriver. Et ça fait se rendre compte qu'en fait les décisions elles doivent être prises, que ça fait relativiser sur ce qui va bien aussi. Et donc voilà, prendre ce temps régulièrement. Je sais qu'on a beaucoup la tête dans le guidon, mais pour un peu step back et réfléchir au futur. Ouais, excellent. Et peut-être en quelques mots, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu justement de ce futur pour toi et Oceanfly ? Bah ouais, nous c'est 2 années de transition qu'on a eu là pour passer, je dirais, du modèle plus start-up au modèle vraiment pas PME, mais si, c'est pas un gros mot, donc si PME. Voilà, société rentable. Voilà, exactement. Qui fait de l'excédent financier. Exactement. Ouais. Donc on a mis en place toutes les fondations pour que ça marche. Et donc maintenant, c'est arrivé à construire sur ces fondations-là pour trouver les prochaines étapes de la société. Ça peut être l'international, ça peut être de nouveaux marchés, ça peut être des adjacences, donc des métiers qu'on fait pas aujourd'hui, qu'on fera peut-être demain. Donc il y a eu cette grosse période de focus pendant 2-3 ans sur notre cœur métier pour arriver à ce point d'équilibre financier, à avoir la masse de clients suffisant qui permettent d'atteindre, de financer nos coûts fixes, tous les employés, les locaux, etc. Et maintenant, ça va être une période assez excitante d'arriver à réfléchir au Oceanfly dans 2-3 ans. On n'a pas encore la réponse, mais on est en train de la construire en tout cas. Superbe. Quentin, un grand merci. Et de rien. Et là, merci il nous reste une petite question, avec un grand plaisir. C'est vraiment, j'aurais aimé pour le coup qu'on ait encore plus de temps. Ça passe vite. ça passe très vite. Mais ouais, une petite tradition du podcast, c'est que la personne qui est passée avant toi t'a laissé une question sans savoir que ça allait être toi. Et donc, je vais te la lire. Et on va voir donc ce qui t'attend. Et donc là, la question, c'est en quoi est-ce que tu innoves ? En quoi est-ce que j'innove ? À titre personnel ? Perso, pro, à toi de... C'est ouvert. Voilà.
Au niveau pro, si je reviens sur Austenfly, nous, notre but, c'est de créer plein d'entrepreneurs dans le milieu de la conciergerie. Et donc, je pense que c'est notre grosse innovation. Ça a été beaucoup fait dans le milieu de la transaction immobilière. Il y a plein de réseaux d'agents immobiliers dans la transaction. Ça avait très peu été fait dans la gestion locative de court terme ou la conciergerie. Et donc, nous, c'est notre mission d'arriver à amener le plus de gens à ce fabuleux métier, de les aider pour qu'ils puissent durer longtemps, parce que c'est un métier pas facile. Et donc, voilà, notre innovation, c'est de créer le réseau de centaines, voire milliers de conciergeries de demain qui sont contents de faire ce métier, qui fournissent une super expérience de leur lieu, de la France, de leur région aux voyageurs qui viennent la visiter et qui permettent un maximum de propriétaires d'en profiter pour rénover leur résidence secondaire, avoir un meilleur rythme de vie, payer la taxe foncière qui arrête pas d'augmenter. Donc voilà, toutes ces choses-là. Mais globalement, ouais, notre grosse innovation, c'est d'arriver à créer ce réseau d'entrepreneurs passionnés par ce métier et qui le fait bien. Top. Écoute, un grand merci. Beau message de fin. Merci à toi.